Si, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs, à Gérard Paquet, à l'équipe du MUSEM qui nous accueille merveilleusement bien. J'ai donc le plaisir de commencer cet après-midi studieuse et rêveuse, rêvante. Donc, comme c'est pour rendre hommage à Boris, pour lequel on est toutes et tous là, j'ai rencontré, entre autres, Boris Cyrulnik quand j'ai justement commencé ma thèse, parce que je butais sur des problèmes méthodologiques. Et donc, je l'ai contacté. Et comme vous le savez tous, il est extrêmement bienveillant et toujours disponible. Et il m'a répondu. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à échanger autour des questions, autour de la résilience, bien sûr. Et quand vous relisez, puisque vous êtes tous des lecteurs assidus de son œuvre, vous remarquerez d'ailleurs, ça serait bien de consacrer un ouvrage, une étude, en fait, à la place de la littérature dans les écrits scientifiques de Boris, parce qu'il y a beaucoup de références littéraires, poétiques, culturelles, qui nourrissent en fait sa réflexion et ses travaux. Évidemment, un de ses talents majeurs, c'est d'être capable de faire des liens entre les disciplines et de jongler entre des concepts qui vont être énoncés de façon différente par des gens de secteurs, d'horizons divers. Donc moi-même, qui suis psychologue de formation, j'ai choisi de soutenir ma thèse dans une autre discipline, la littérature. Et pourquoi ? Eh bien parce que je me sentais trop à l'étroit avec les outils classique de l'observation psychologique, psychanalytique, et donc j'ai décidé de la soutenir en littérature pour pouvoir utiliser les outils de l'analyse littéraire. Donc ce que je vais vous proposer, c'est un petit voyage. Alors j'ai choisi Semprin puisque c'est mon auteur d'études, mais on croisera d'autres écrivains pour essayer de... Je crois que je vais l'enlever parce que ça me perturbe d'être penchée, trop penchée. Alors... Ça y est, le philosophe est arrivé. Tel Zorro. Donc, entrée du philosophe, et on va savoir s'il remarque qui est absent. Alors, donc j'ai intitulé ma petite présentation « L'imagination de l'inimaginable ». Et j'ai chippé cette expression à Semprin, que vous pouvez la trouver dans L'écriture ou la vie, pour aborder des questions que je vais vous énoncer maintenant. Donc, on a eu l'habitude, depuis le trou noir des camps, donc je me réfère à la période de la Seconde Guerre mondiale, des camps de la déportation, de dire que le trauma était indicible. Donc il y a eu toute une génération de chercheurs, toutes professions confondues, qui a dit, et un peu répété comme un mantra, le trauma est indicible, le sujet blessé ne peut pas le dire, etc., etc. Et on nous a dit aussi, le trauma, c'est comme la mort, ce qui est vrai, c'est irreprésentable. Donc, ça explique pourquoi les gens ne parlent pas. Sauf qu'une lecture un peu plus attentive, non pas parce qu'on est maintenant surdoué, mais parce que le temps a passé et qu'on est dans, comme dit l'historien Denis Péchanski, on est dans un autre registre de mémorialisation, c'est-à-dire que les sociétés ne peuvent intégrer des données que lorsqu'elles sont prêtes à les entendre. Sinon, on perçoit les signaux, mais ils ne sont pas intelligibles. Et quand ils ne sont pas intelligibles, eh bien, on les écarte. Et on préfère une explication un peu simple parce qu'elle nous rassure. Il y a aussi le travail de l'historien Azouvi qui a écrit un livre sur le mythe du silence sur Auschwitz. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans les médias en disant qu'on n'a pas parlé, on n'a pas parlé. Il a fait une étude extrêmement sérieuse et détaillée qui montre que non, on parlait, sauf qu'on ne pouvait pas entendre. C'est différent. Et c'est justement tout le propos de Semprin. Parce que Semprin, dès le début, il a toujours dit que non, c'est pas vrai, c'est pas qu'on ne peut pas parler, c'est que les autres ne peuvent pas nous entendre. Et pourquoi il a choisi la fiction, puisque son premier ouvrage paraît
en 63, il choisit le roman. Donc Semprin, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je vous fais un petit résumé vite fait. Il est né en 1923 à Madrid dans une famille de la grande bourgeoisie espagnole. Son père est catholique de gauche. Il a une ascendance, il a eu un grand-père qui a eu de hautes fonctions. Bref, une famille engagée politiquement. Et puis il y a la guerre d'Espagne, la famille est obligée de fuir, ils font tout un périple et ils se retrouvent à Paris, pensionnaires au lycée Henri IV. Donc c'est l'exil, le déclassement, comme on dirait aujourd'hui. Le père doit subsister parce que ses comptes sont bloqués. Enfin bon, c'est pas très drôle. Il est aussi, avant, il a perdu sa mère jeune, à 8 ans et demi. Bref, les cliniciens d'aujourd'hui diraient que c'est déjà un polytraumatisé. Donc en clinicien, on dirait qu'il a une série de facteurs de risque élevés. Et donc, normalement, il devrait présenter des troubles élevés en termes de prédictivité d'apparition des troubles. Alors, que va-t-il lui arriver à ce jeune homme ? Eh bien, qu'il va quitter une scolarité brillante. Il a des distinctions, il est lauréat, etc. Il quitte tout ça. Pourquoi ? Et il dit, pour mettre en accord mes idées avec mes actes. Ça aurait plu à notre camarade de ce matin. C'est-à-dire que toute sa vie va s'ériger autour du fil rouge de l'engagement, une morale de résistance. Il y a un de ses ouvrages qui s'appelle « Une morale de résistance ». La résistance, c'est l'action. Et quand vous lisez les témoignages de résistants, ils disent « Non, non, nous, on n'est pas des héros. » On en a parlé de Germaine Tillon. Germaine Tillon, elle écrit textuellement « J'ai été choquée par la défaite, j'avais envie de vomir, je me suis dit « Il faut faire quelque chose ». Ça, c'est le leitmotiv de tous les résistants, indépendamment de leur affiliation politique ou pas, parce que beaucoup n'avaient pas d'affiliation politique. Ils avaient simplement cette espèce de haut-le-cœur et de révolte qui faisait qu'il fallait s'engager. Donc Semprin, lui, s'engage dans la mouvance gauche du Parti communiste, qui est bien sûr interdit. Et tout son parcours va basculer. Donc moi, je suis partie de l'idée, pourquoi diable un jeune homme brillant qui est promis à un bel avenir scolaire, universitaire, claque tout et va prendre les armes ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il ne reste pas tranquille ? Il aurait été bien tranquille. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas ? Et du coup, j'ai repris son œuvre et j'ai cherché, alors c'est très méticuleux, c'est ligne à ligne, j'ai recherché tous les indices qui permettaient éventuellement d'expliquer cela. Donc, une autre de ses particularités, il l'a dit aussi souvent à la fin de sa vie, c'était que sa passion numéro 1 dans la vie, c'était la clandestinité. Il adorait la vie clandestine et il a passé plus de 30 années de sa vie dans la clandestinité, finalement, mis bout à bout, dans la résistance. Puis il y a la déportation. Après, quand il rentre, il s'engage au Parti communiste espagnol, qui est encore interdit puisque Franco meurt en 1975. Donc il est clandestin aussi. Et du coup, cette clandestinité, et là, Boris aura certainement des choses très intéressantes à nous dire, dans la résilience, il y a la nécessité d'une clandestinité intrapsychique où le sujet blessé, sur le moment du choc de l'effraction, essaye de se fabriquer des petites poches sécures pour pouvoir ne pas devenir fou, pour pouvoir ne pas mourir. Et c'est une sorte, nos pensées intimes, c'est notre vie de clandestin finalement. Personne ne sait jamais vraiment à quoi on pense, à qui on pense. C'est pour ça que les amoureuses disent des fois « À quoi tu penses ?» À rien. Voilà. On a besoin de cet espace interne. De cet espace interne va naître la magie de la création. Alors, d'où l'imaginable. Mais avant d'aborder cette partie de la création, je vais vous faire voyager dans ce que la psychanalyste Françoise Davoine appelle les terres de catastrophe, les aires de catastrophe, pour bien comprendre comment il l'a transposé en fait dans son œuvre. Pour celui qui n'a pas vécu l'expérience, évidemment, ça va être difficile à imaginer ce qui s'est passé.
Mais vous avez certainement entendu parler de ce philologue qui s'appelle Victor Klemperer, qui est un monsieur qui a survécu au nazisme parce qu'il était marié à une femme aryenne et bon, il a eu aussi des soucis, mais il n'a pas été exterminé. Et il a tenu son journal. Il a donc écrit pendant toute la durée de la guerre. Et comme il était philologue, donc spécialiste du langage, il a travaillé sur ce qu'il a appelé le dévoiement du langage. Dans tous les régimes totalitaires, il y a, et notre ami nous l'a montré hier, il y a un dévoiement du langage. On va détourner le sens. Alors dans le système nazi, l'euthanasie, c'est par exemple le soulagement des vies inutiles. La déportation, c'est aller travailler à l'Est. Libérer, en fait, ça veut dire être exécuté. Et bien sûr, comme on est dans un régime totalitaire, bien le SS a un droit de vie et de mort et il peut laisser libre cours à toutes ses pulsions sadiques sans aucune, comme l'a expliqué Boris, puisque la personne qui est en face de moi n'appartient pas à l'espèce humaine, et bien je peux faire ce que je veux en toute impunité. Donc, bref, Semprin est donc arrêté en Bourgogne en octobre 1943. Il est torturé, il est à la prison d'Auxerre et il va être déporté par le convoi du 27 janvier 1944. C'est le même convoi que celui de David Rousset, dont vous connaissez l'univers concentrationnaire, par exemple. Alors, pourquoi j'ai choisi d'évoquer David Rousset? C'est parce que David Rousset a d'abord écrit l'univers concentrationnaire en 1947, puis il a senti que ce n'était pas suffisant. Et lui aussi, il a choisi la fiction, exactement comme Semprin. Il a écrit Les jours de notre mort, qui est une sorte de roman-reportage fait avec les témoignages de ses camarades des camps. La phrase de Rousset que je vais vous citer est importante. Ce livre est construit avec la technique du roman par méfiance des mots. Pour comprendre, il faut de quelque façon participer. L'univers dont il est parlé ici est à la fois singulièrement hors de proportion avec les réactions quotidiennes des hommes ordinaires et cependant proches et intimes. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, Rousset dit exactement la même chose que Semprin. Semprin dit « J'imagine qu'il y aura quantité de témoignages, etc., etc. Les historiens recueilleront, rassembleront, tout sera dit et consigné, sauf qu'il manquera l'essentielle vérité à laquelle aucune construction historique ne pourra atteindre. C'est l'écriture littéraire qui pourra le faire. » Et là, on rejoint ce que disait Boris hier à propos des récits, c'est-à-dire que parce qu'on utilise l'artifice de la littérature, l'artifice de l'art, de la peinture, de la musique, on va toucher la sensibilité, non seulement la sensibilité émotionnelle et affective, mais du coup l'intelligibilité. C'est parce que je ressens que je vais pouvoir essayer de comprendre et donc arriver à l'imagination de l'inimaginable. Parce que quand on se replace dans le contexte, l'univers concentrationnaire est un monde en trompe-l'œil, justement à cause du dévoiement entre autres, à cause du dévoiement du langage précédemment évoqué. Les gares où arrivaient les déportés étaient fleuries magnifiquement. Il y avait des petits rideaux, fenêtres, du garde-barrière. À Buchenwald, camp de Semprin, il y avait un zoo. Les dignitaires nazis venaient avec leur famille le dimanche, il y avait un bordel, il y avait une fanfare, il y avait tout ça. Et puis parallèlement à ça, il y avait la place d'appel, le bunker, des pendaisons publiques. C'est-à-dire qu'en fait, étaient accolés des éléments ordinairement séparés. Et ça peut rendre littéralement fou. Alors, comment l'écrivain a-t-il fait, puisque c'est l'objet premier de notre étude, et que je vais donc raccourcir pour essayer d'évoquer les questions suivantes auxquelles mes compagnons de tablée vont aussi répondre. Pourquoi certains survivent-ils mieux que d'autres aux situations traumatiques citées ? Quels sont les facteurs qui vont leur permettre d'éviter les problèmes ou pas ? Et pourquoi l'écriture et l'art peuvent soit tuer, soit au contraire aider à survivre. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette connaissance inutile, comme disait Charlotte Delbo. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, il faut remonter un peu dans le temps. Quand les gens sont incarcérés, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se replient en eux-mêmes et qu'ils vont s'accrocher à des choses dans leur mémoire. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur mémoire ? Ils ont des poèmes,
des récits, des recettes de cuisine, des images de leur enfance, etc. Et ça les empêche de devenir fous. C'est comme un procédé auto-calmant, on dit en psychologie. C'est ce que le bébé va faire en suçant son pouce, par exemple, ou en jouant avec son doudou, pour permettre de restaurer une continuité psychique. Alors, donc ça commence en prison. Et ce qui est intéressant au niveau de la morale de l'action, c'est que les résistants ont tout de suite compris que c'était un outil fantastique de résistance. Ils ont donc promu et fédéré toutes les activités qui concernaient la culture. Poésie, chant, pièces de théâtre, on a parlé de l'opéra de Germaine Tillon, concerts, récitals, etc. Tout ça, bien sûr, au péril de leur vie, puisque c'était formellement interdit. Pourquoi ? Parce que non seulement ça sauve du désespoir, c'est le peintre Boris Statitsky qui était déporté aussi à Buchenwald qui dit ça, il disait « éloigner, je peins pour éloigner l'homme du désespoir ». Et donc, on va fédérer, c'est-à-dire qu'on passe de l'individuel au collectif. Et là, je ne sais pas si je suis claire, mais on va faire un grand saut, un grand salto arrière, parce que tout ceci suppose d'abandonner la conception classique d'un moi qui serait figé, bien bâti, comme ça, pour passer à un moi qui serait plutôt dans la conception bien décrite par Deleuze et Guattari, c'est-à-dire un moi rhizomatique. C'est-à-dire le moi, c'est Lévinas qui disait l'homme n'est pas un arbre. On n'est pas comme un arbre comme ça planté avec notre papa, notre maman, et puis on est planté dans un pot de fleurs, mais on a des rhizomes comme les bambous et les pivoines, c'est-à-dire que là, je suis en train de vous parler et désormais, je fais partie de votre vie, que vous le vouliez ou non, de même que vous que je vois, vous faites partie dorénavant de ma mémoire, et c'est ça la mémoire collective décrite par Alvax. Alvax, il dit, les souvenirs sont enveloppés. Quand je parle à quelqu'un, je vais enregistrer ce qu'il me dit et ça va désormais faire partie de moi. Eh bien, c'est ça qui s'est passé. C'est ce qui se passe aussi dans le trauma, parce qu'on met souvent l'accent sur le côté dévastateur du trauma, mais le traumatisme, par le choc qu'il opère, met le sujet aussi dans une espèce d'hypervigilance, d'hyperesthésie, c'est-à-dire d'hypersensibilité, qui fait que c'est comme si tout ce qu'il percevait était décuplé et s'imprimait très rapidement dans sa tête. Alors, donc, ça va, vous survivez à mon petit blabla. Donc, maintenant que ce petit salto arrière est fait, que vous le gardez en tête, c'est-à-dire que le moi est rhizomatique, eh bien, que va-t-il se passer dans l'écriture ? Et pourquoi Semprin, entre autres, insiste sur le fait que c'est par là qu'on va transmettre l'expérience ? Parce que la manière dont l'artiste va trouver ce que le psychanalyste Didier Anzieux appelle un code. Pour que je puisse communiquer avec quelqu'un, il faut que j'ai un code qui permette d'énoncer le message. C'est ça qu'on va appeler le style. C'est ce qui nous permet de reconnaître, de différencier un Renoir d'un Picasso, une page de Balzac d'une page de François Mauriac. C'est le style. C'est ce qui fait que même si on n'a pas le titre du livre, on se dit « Ah tiens, mais ça me rappelle quelque chose, ça sonne comme ça ». Alors, qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Semprin ? Eh bien, il a fait le contraire de Primo Levi, qui, vous le savez, a promu une écriture très blanche, très concise, etc., très scientifique, très concise. Lui, il a fait l'inverse. Il a mis tous ses problèmes dedans. Alors, dans les thématiques, puisque quand vous prenez son œuvre, dans toute son œuvre, on dit classiquement qu'il y a un cycle consacré au camp avec 4 ouvrages, et le reste qui sont des romans, plus le cinéma, parce qu'il a fait beaucoup de scénarii pour Reynel, Ozet, Granier de Fer, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fabriqué ? C'est qu'il a installé les symptômes classiques de la névrose psychotraumatique, il les a installés comme figure de style.
Alors ça, c'est une belle trouvaille. C'est pour ça que le récit est fragmenté, que vous allez retrouver des signifiants récurrents, hein, la fumée, le crématoire, etc. Et la construction des récits est toujours emboîtée, ce qui parfois rend d'ailleurs son abord un peu difficile. Toutes les histoires sont emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Et tout parle du camp. En fait, la séparation est une séparation d'éditeurs, c'est une séparation artificielle. Alors, quand il écrit, si vous reprenez ce que vous avez lu, vous verrez qu'à chaque fois, il intercale un souvenir d'enfance, une petite référence littéraire, une digression politique, une évocation du camp. Et hop, il recommence. Un souvenir d'enfance, etc., etc. C'est-à-dire que ce sont des emboîtements qui mêlent à la fois des souvenirs d'enfance qui fonctionnent comme des objets sécures et les choses traumatiques. Ce qui fait que pour le lecteur, la réalité effroyable du camp est donnée, comme dirait Winnicott, à petite dose. Il ne donne pas toute la violence d'un coup. Il la segmente. Parfois, il y a 5 pages qui s'écoulent avant qu'il revienne au camp. Alors, il a utilisé des tas de choses. Il y a le blanc, par exemple. Hein. Les paillettes, il y a une scène dans l'évanouissement qui revient où il est aveuglé par des paillettes. Eh bien, les paillettes, ça fait partie du syndrome psychotraumatique. Ce sont les signes, comme l'aura dans les traumas crâniens, qui indiquent l'imminence de la crise de la reviviscence traumatique. Vous vous rappelez, hein, dans un traumatisme, on ne se souvient pas, on revit le passé au présent. Donc, il a fait tout ça. C'est pour ça que vous relirez, vous verrez, il y a toutes ces histoires de paillettes, de blanc, de fumée, etc., etc. Mais l'autre intérêt de Semprin, dont vous voyez que je suis totalement enamourée, c'est que pour les cliniciens, c'est une œuvre extraordinaire parce que toute son œuvre est en fait un journal clinique. Comme la facture de l'œuvre est autobiographique, en fait, il fait le récit de sa maladie et le récit de sa guérison, ou plutôt le récit des phases successives de souffrance et de mieux-être. Et là, je vous rappelle que vraiment, on est dans l'idée de la résilience comme un processus perpétuellement en construction et en interaction avec l'environnement, et non pas d'un état. Hein. Donc, il fait en fait son auto-analyse et il va livrer des particules de son expérience. Alors des fois il dit je, des fois il dit tu, etc. Et ce sont les symptômes eux-mêmes qui deviennent la matière de l'écriture. Alors, en même temps qu'il le fait, dans l'écriture ou la vie, il dit « Je n'ai pas écrit pendant plus de 18 ans parce qu'à chaque fois que je voulais écrire, je retournais à Borenwald et finalement j'allais me suicider, comme Primo Levi. Donc j'ai arrêté. » Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du cinéma et puis il a fait de la politique. Et puis, il se trouve que juste avant d'être exclu du Parti communiste espagnol, il est consigné par le parti dans un petit appartement à Madrid et ses logeurs qui ignore son identité. À l'époque, il s'appelle Federico Sanchez. Il a des fonctions importantes dans le PCE espagnol. Son logeur a été déporté à Mauthausen. Et son logeur, Manuel, parle du camp. Et Semprin, il trouve ça insupportable. Il se dit, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on peut raconter, c'est insupportable. Et comme il est coincé, eh bien, il a une petite machine à écrire. Et il se met à écrire Le Grand Voyage. En fait, c'est une... je ne sais pas si Boris sera d'accord avec moi, mais moi je dis souvent que la résilience, c'est comme une sublimation sous contrainte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est le « sauve-toi, la vie t'appelle ». Je suis coincée, il faut que je parte, je n'ai pas le choix en fait. Ce n'est pas parce que je suis super douée, c'est parce que, voilà, sinon je vais devenir zinzin. Donc il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, il se met à écrire Le Grand Voyage. Alors, pour la petite histoire, comme l'autre particularité de Semprin, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il a choisi, quand il était jeune, de parler le français sans accent, parce qu'une boulangère s'était moquée de lui, de son accent. Eh bien, l'ironie du sort, c'est que la machine espagnole, elle n'a pas d'accent, puisqu'il écrit en français. Hein. Donc, c'est une belle histoire. Alors, donc, je passe, ça va? Est-ce que Gérard, j'ai quoi? 3 minutes? 2? Une? 1 minute et demie parce que c'est moi? Non, mais je lui dis une, comme ça j'en aurai 4, tu sais bien.
suis Donc... perpétuellement débordé. Mais c'est ce qui fait ton charme, Gérard Arthur. Comment résister? Et oui, voilà. Alors, donc, mon hypothèse est la suivante, c'est que 6 emprunts, et d'ailleurs souvent, très très souvent, là malheureusement j'ai oublié ma petite feuille de comptage, mais Boris le cite un nombre incalculable de fois, 6 emprunts a aussi bien survécu, ce qui ne signifie pas qu'il n'a pas souffert, hein, attention, hein, mais il s'est à peu près bien sorti de l'affaire, c'est parce qu'il a installé ses troubles dans son œuvre. Pas seulement en thème, mais aussi dans la matière même de son œuvre. Hein. Par exemple, les répétitions de l'œuvre, qu'on appelle, techniquement, ça s'appelle une réitération, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui reviennent tout le temps, eh bien, c'est comme les répétitions dans le syndrome psychotraumatique. Hein. Le flashback, le cauchemar récurrent, eh bien, lui, il met ça là-dedans. Et donc, du coup, comme en plus il a fait son auto-analyse, c'est-à-dire qu'il scrute ce qui se passe en lui, ça lui a permis de mettre de la distance. En fait, dans l'œuvre, il y a plusieurs lignes de récit. Il y a le récit interne de ce qu'il est en train de vivre, la distance qui est faite par l'écriture et l'adresse au lecteur, puisqu'on écrit toujours par quelque chose. Et je vais terminer par quelques petites pistes comme ça que je vous livre et que je vous lance. C'est que quand on étudie la littérature des camps, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils décrivent aussi des compétences inattendues. On parlait ce matin de l'inattendu de la résilience. Eh bien, c'est que la perception, alors bien sûr, ça a des fondements aussi biologiques. Hein, le fait d'avoir faim, le fait d'être en hypothermie, modifie les états de vigilance et de conscience et donc font percevoir le monde d'une autre manière. Les objets prennent un relief particulier. Tous les déportés le disent, hein. Quérol aussi dit ça. Jean Quérol, il dit par exemple, les objets deviennent vivants. Hein. Alors évidemment, si on tombe sur un psychiatre pas compétent, on a de la dole tout de suite. Hein. Mais là, ça fait partie de l'expérience étrange. Quérol dit aussi, on était dans une hypnose concentrationnaire. Donc, et donc du coup, ils vont décrire aussi des synesthésies. La synesthésie, vous savez, c'est la transmodalité des expériences sensorielles. C'est-à-dire qu'on peut voir avec les oreilles, entendre avec les yeux, parler avec la peau, etc., etc. Donc les sons sont perçus comme des couleurs, etc. Il y a 63 types de relations synesthésiques répertoriées. Alors il y a les superdoués qui sont des synesthètes. C'est un phénomène assez rare qui touche 1 sur 20... je ne sais plus combien d'individus, je ne suis pas très douée avec les chiffres, contrairement à mon camarade Youssef. Et donc, la perception est ressentie dans un autre registre. Et là, je vais vous parler de Jacques Lucéran, ce déporté aveugle dont on a parlé pas mal. Il y a Jérôme Garcin qui a écrit Le Voyant sur lui. Jacques Lucéran, déporté dans le convoi précédent celui de Semprin, toujours à Buchenwald. Lucéran dit « J'étais un aveugle visuel. Son, accord, mélodie, rythme, tout se transformait immédiatement en images, en courbes, en lignes, en figures. » Et Lucéran, dans son réseau, lui, il n'était pas chez les communistes, il était dans le réseau gaulliste défense de la France. Il avait été recruté par ses camarades parce que grâce à ses capacités, il arrivait à détecter les traîtres. Il dit « J'entendais les cloques dans la voix du traître ». Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'un langage métaphorique qui traduit l'expérience synesthésique. Et je vais profiter de ma demi-minute juste pour vous dire que tout ça aboutit donc à une métamorphose du moi. C'est pour ça qu'on peut la qualifier de résiliente, qu'elle ne peut se faire que grâce aux tuteurs qui sont là. Je vous ai parlé des comités politiques d'appui, mais il y a aussi les aides spontanées. C'est le piccolo de Primo Levi, par exemple. Hein. Donc soit c'est individuel, soit c'est fédéré. Et que tout ça va... Je ne résiste quand même pas à la fin. Comment résister à Et je Corinne? ne trouve plus mon truc. Voilà. Elle se résiste elle-même. C'est la beauté. Il y a la persistance dans l'effroi de la beauté, du sentiment du beau. Donc on trouve ça par exemple chez Anthelme.
La colonne mauve serpente, mince sur l'herbe. Le soleil est très faible. C'est beau, c'est beau. On va peut-être nous tuer tout à l'heure. C'est beau et on va avoir faim. Et donc, à la fin, pour Semprin, rien n'est vrai que le camp, puisque de toutes ces identités, la seule qu'il a revendiquée, c'est celle d'être déporté. Mais pour lui, ça a été aussi un merveilleux malheur. L'écriture où la vie se termine par cette phrase « Des étoiles scintillaient dans le ciel de Thuringe. Je me souviendrai toute ma vie de ce bonheur insensé, de cette beauté nocturne. » Je vous remercie.